Bien, mais on va pouvoir démarrer ce dernier opus de l'Actito Webinar Tour. Bienvenue à tous et merci de m'avoir rejoint ce matin. Donc, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'où les technologies marketing vont-elles nous mener dans le débat sur l'intelligence artificielle et l'évolution des technologies marketing vers ce qu'on pourrait qualifier d'un art du marketing où peut-être un jour il n'y aurait plus d'artistes, il n'y aurait que des intelligences artificielles pour faire le marketing à notre place. Mais bon, on n'en est pas là, heureusement. On va essayer de couvrir ce sujet donc en clôture de notre webinar tour où vous avez eu la possibilité, et pour ceux qui ne les ont pas encore visionnés, je vous invite à le faire, de voir 4 webinars précédents sur les smart data, la personnalisation, la délivrabilité. Et aujourd'hui, donc, l'intelligence artificielle, c'est un peu le sujet fumeux avant de partir en vacances, histoire de partir avec plein d'idées à brainstormer sur la plage. Alors, un petit mot pour me présenter rapidement. Donc, je suis Marc Desenfants, je suis le directeur d'Actito France. Et ça fait plus de 15 ans que j'officie dans le web marketing. J'étais notamment un des pionniers en 2000 sur l'email marketing, à un moment donné où on expliquait que oui, effectivement, l'email pouvait servir de support publicitaire. La preuve en est que on s'était pas complètement trompé à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles évolutions et il est de notre rôle chez Actito d'être à la pointe de la réflexion sur ces innovations en cours. Donc, au sommaire de ce webinaire, concrètement, une présentation très rapide d'Actito, parce qu'il y en a forcément parmi vous qui ne nous connaissent pas, un petit rappel historique, parce que c'est toujours utile d'avoir un retour en arrière sur les différentes phases de la diffusion des technologies d'automatisation marketing. Un débat sur l'ingénierie, l'art, la science du marketing, et où est-ce qu'il faut se situer, et où est-ce que vous vous situez. Et enfin, conclusion sur le rôle des plateformes de marketing automation et nos convictions fortes en matière de diffusion de l'intelligence artificielle dans les plateformes de marketing. Donc j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez une meilleure compréhension de dans quelle dynamique on se situe et où on peut espérer aller dans un horizon proche qu'on va situer à 3 à 5 ans maximum. Je vais pas me situer dans le débat qui oppose en ce moment des sommités comme Elon Musk et Mark Zuckerberg qui se sont accrochés sur Twitter hier sur le sujet de l'intelligence artificielle, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui va détruire ou pas l'humanité. Alors là, moi, je ne vais pas dans ce genre de considération. On va rester sur des choses beaucoup plus terre à terre et surtout essayer de se relier à ce qui fait notre quotidien au marketing. Alors, petite présentation, donc, mais très rapide d'Actito. Donc, notre mission en 2 mots, c'est libérer l'énergie créative des marketeurs. Pourquoi ? Parce que ce qu'on pense, c'est que un marketeur doit pouvoir se concentrer sur son métier, créer, analyser, mesurer les résultats et pas être englué dans la mise en œuvre technique. Donc notre plateforme a été conçue pour minimiser les besoins de mise en œuvre technique. C'est une plateforme donc en cloud de marketing automation agile, multicanal, qui permet d'automatiser, de scénariser ses actions marketing et d'en mesurer les performances, et notamment pour améliorer sa connaissance client. Donc quelques screenshots juste pour vous donner une flavor de ce que c'est que Actito, parce qu'il n'y a rien de tel que de voir quelques screenshots pour se rendre compte. Voilà, donc Actito, c'est un design très moderne, une interface utilisateur très ergonomique. Là, par exemple, vous avez le module de création de scénarios automatique et vous voyez que on est dans une interface très visuelle, qui est même un chef de projet marketing débutant sur le sujet est capable de manipuler, donc ça fait gagner beaucoup en productivité dans les équipes marketing. Donc nous avons beaucoup de clients aujourd'hui, puisqu'on en est à plus de 250 clients. Actito France a été créé il y a 3 ans et on en est à plus de 75 clients, donc c'est pas un hasard. Nos clients retrouvent
dans l'utilisation d'Actito, cette fluidité, cette facilité d'automatisation qu'ils recherchaient et qui fait qu'ils sont capables de concrètement mettre en œuvre des actions qui auparavant leur auraient demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources techniques notamment. En plus de nos clients, nous avons également tout un écosystème de partenaires auxquels vous pouvez vous adresser lorsque vous avez des besoins complémentaires, que ce soit des besoins technologiques ou des besoins de conseil. Voilà pour Actito, et maintenant on rentre dans le vif du sujet. Alors, on peut considérer que le digital a fait passer le marketing d'un stade artisanal à un stade industriel. Mais quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une ère post-industrielle dans le marketing? Alors oui, cette mutation de l'artisanat à l'industrie, tous les secteurs l'ont connue, et ça implique forcément des transformations qui peuvent être douloureuses, et l'apparition de nouveaux jobs, la disparition de plein de jobs anciens, et on l'a vécu dans le marketing tous autant que nous sommes. Et si je fais un rapide flashback, il y a 15 ans, le marketing direct, c'était ça. Il y a 15 ans, le marketing direct, c'était simple. Il y avait du courrier et du courrier. Il y avait un opérateur, La Poste, et on se préoccupait pas tellement de savoir comment on pouvait faire autrement. On se préoccupait essentiellement d'affiner ses ciblages et ses créations. Donc finalement, pas très compliqué. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors là, c'est là où je vais faire un rapide retour en arrière historique sur les 15 dernières années. Vous allez voir qu'on est arrivé à une situation quand même très très compliquée. Alors, il y a eu plusieurs vagues dans la diffusion des technologies marketing, et on va considérer que la première, quasiment, ça a été les outils d'emailing qui ont évolué vers ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing automation. Donc des outils d'emailing, typiquement Actito a été créé à peu près à cette période-là, mais on a aussi des gens comme Mailchimp, comme Neolan, comme ExactTarget qui se sont créés à peu près dans les années 2001-2002. Ça a été la première vague. Ensuite, on a eu un fort développement des plateformes d'automatisation des achats de mots-clés, puisque le search a été, dès les années 2003-2004, le premier levier du marketing digital. Il y a eu des plateformes qui se sont créées pour automatiser l'implémentation des campagnes AdWords, donc en France notamment eSearch Vision, et puis des plateformes comme Marine Software ou Kenshu, plateforme israélienne. Et à un moment donné, le search étant tellement central dans les politiques web marketing, on a pensé que ces plateformes allaient devenir les plateformes ultimes qui allaient englober l'ensemble des leviers du marketing digital. Et puis, force a été de constater, après cette espérance dans les années 2012-2013, que non, en fait, ça restait des plateformes qui étaient très bien pour faire ce pourquoi elles étaient là, mais qu'elles n'avaient pas la capacité de gérer l'ensemble des autres leviers du web marketing. Donc, d'autres plateformes sont arrivées. Alors, on pense par exemple au retargeting qui a été impulsé par un autre français, Criteo, et qui a connu un développement phénoménal et qui reste évidemment en dehors de Facebook et Google aujourd'hui une des sociétés les plus dynamiques sur le marché du web marketing. Mais encore une fois, très focalisé sur un sujet, sur une application qui est le display retargeting. Ensuite, on a évidemment connu le développement du marketing automation en B2B, puisque il y a quand même un besoin très spécifique en B2B de génération de leads, de deal nurturing et de inbound marketing. Et ce marché-là s'est développé à l'initiative d'éditeurs comme Marketo, Pardot ou HubSpot qui se sont développés à partir des années 2007-2008. Et le marketing automation, d'ailleurs, pendant un petit temps, a été cette terminologie marketing automation a été associée à ces plateformes B2B. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont beaucoup marketé le fait que c'était les premières à proposer un véritable marketing automation. Bon, aujourd'hui, tout le monde est clair sur le fait que toutes les plateformes que j'ai citées auparavant font du marketing automation, chacune dans son domaine. Et puis est arrivé ensuite la
publicité programmatique. Donc le display a connu sa révolution à partir des années 2007, 2008, avec le développement donc des places de marché, des ad exchange, Mediamat, AppNexus, et puis parmi les sociétés françaises qui ont développé ce marché, on peut citer TradeLab, qui a lancé sa solution en 2011 et qui aujourd'hui est un des acteurs leaders sur ce domaine du programmatique. Encore une fois, là, on est dans l'automatisation, mais des achats display. Donc encore une fois, un silo bien spécifique. Et puis, comme le mobile est devenu un support essentiel dans l'accès web, bah, le marketing automation mobile a connu lui-même son lot de développement de solutions spécifiques. On peut citer AppBoy qui a été un des premiers, AxeNgage en France également qui a développé une solution qui est spécifiquement tournée sur le marketing automation sur mobile. Et puis plus récemment, la dernière tendance depuis 2016, c'est le développement des chatbots, où là encore, il y a des solutions spécifiques pour gérer ce nouveau canal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, toutes ces technologies s'additionnent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui a remplacé toutes les autres. Alors, sauf si on part du principe qu'un jour, il n'y aura plus que Facebook et Google sur la Terre et du marketing digital, mais il faut souhaiter quand même qu'il y ait une diversité qui reste, et je pense que, vu la complexité de tout ce qu'on vient de voir, ils sont loin de couvrir tout ce spectre-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que le résultat, c'est un certain degré de complexité, on peut dire ça comme ça, en étant gentil. Vous connaissez tous ces infographies très impressionnantes qui montrent l'explosion du nombre de solutions de web marketing. Et là, je vous prends juste un exemple, c'est celui de la section marketing automation et lead management. D'ailleurs, si vous cherchez bien dans le slide, vous verrez un logo Actito quelque part. Mais évidemment, quand on est marketeur et qu'on a ce type de marché face à soi, la situation semble tellement compliquée qu'on ne sait pas par quel bout prendre la mise en place de solutions de marketing automation. Donc, nous, on est là pour essayer de cadrer un peu et de rendre les choses un tout petit peu plus simples à aborder du point de vue des marketeurs. Donc, pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair, je dirais que il faut regarder qu'il y a deux modèles. Il faut voir qu'il y a deux modèles dans les solutions qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Deux modèles d'interaction entre, d'un côté, où la donnée consommateur est-elle collectée et comment les consommateurs sont activés. C'est-à-dire que je peux faire, par exemple, de la collecte de données sur mon site web, donc en first party, et puis activer ça directement sur mon site web, donc également en first party, mais également, par exemple, en third party. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire du retargeting, typiquement. Mais je vais pouvoir aussi collecter de la donnée consommateur sur des lieux physiques, magasins par exemple, et puis activer ça par des leviers tels que l'email ou le SMS si ce consommateur n'a pas acheté tel que j'espérais qu'il le fasse. Bon. Donc on est dans une cartographie où on a d'un côté les canaux d'interaction, web, first party, third party, lieux physiques, réseaux sociaux, et puis de l'autre côté les canaux d'activation, également web, first et third party, email, SMS, push notif, push web, call center, chat, etc. Donc vous avez un premier modèle de solutions de marketing automation qui vont automatiser l'interaction one-one, c'est-à-dire une interaction sur un canal, une activation sur un canal. Voilà. Donc là, on a tout un tas de solutions qui sont en silo comme ça, qui vont dire, bon ok, moi je te propose une solution, par exemple de personnalisation web on-site, où à partir des données de navigation de ton site, je vais te permettre d'afficher une pop-in, par exemple, sur ton site. Ou alors des solutions de retargeting email, où à partir d'une navigation sur ton site, je vais déclencher un envoi d'email. Donc,
Ça, c'est ce que j'appelle le modèle direct. Et puis, il y a un modèle maintenant qui est en train d'apparaître comme étant un modèle plus ambitieux, qui est un modèle indirect ou centralisé dans lequel, en fait, toutes les interactions, que ce soit des interactions web, first party ou third party, que ce soit des interactions sur des lieux physiques ou des interactions sur les réseaux sociaux, toutes ces interactions sont centralisées dans une Customer Data Platform. L'intérêt étant qu'à partir de toute cette connaissance client qui est réellement sur le papier 360 à ce moment-là, je vais pouvoir choisir les meilleurs canaux d'activation et je vais surtout pouvoir arrêter de fonctionner en silo et déclencher des actions qui vont être scénarisées multicanales. Donc j'ai découplé à ce moment-là l'interaction et l'activation. Donc c'est très beau sur le papier, un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre dans la réalité parce que évidemment, lorsque on compare les deux modèles, le modèle direct est beaucoup plus rapide. Il permet de faire du test and learn. Et en plus, il nécessite beaucoup moins d'intensité, de ressources techniques, puisque concrètement, chaque solution va apporter ses propres réponses techniques, c'est du packagé, en général c'est assez clé en main, donc vous pouvez plugger ces solutions en quelques semaines et ça donne déjà des premiers résultats. Et vous pouvez donc espérer pouvoir mesurer un ROI beaucoup plus rapidement que si vous êtes sur le modèle indirect, où là, l'avantage, c'est une connaissance client beaucoup plus large. Comme je disais tout à l'heure, on est réellement dans la connaissance 360. Donc sur le papier, vous pouvez beaucoup mieux gérer notamment la pression commerciale, puisque si un client fait une interaction sur votre site et votre magasin, dans un modèle direct, vous allez le solliciter en parallèle, en silo. Dans le modèle indirect centralisé, en théorie, vous avez fait la réconciliation entre les deux interactions, et donc vous êtes capable de gérer la pression commerciale de manière plus fine. Vous pouvez également, dans un modèle indirect, varier les scénarios de contact et réellement capitaliser sur l'appétence de vos clients par rapport à chacun des canaux. Et puis, vous maîtrisez vos données, puisque dans le modèle direct, en général, les données clients sont réparties dans les différentes solutions que vous allez utiliser. Alors que dans le modèle indirect, elles vont être centralisées dans une Customer Data Platform qui est censée être sous votre contrôle, vous, annonceur, et donc vous permettre d'avoir une meilleure maîtrise. Le problème, c'est que ce modèle indirect, qui sur le papier a pas mal d'avantages, a surtout un gros défaut, c'est que c'est un peu la mère de toutes les technologies marketing, et que la réalité, c'est que c'est d'une complexité technique de mise en œuvre telle que personne n'a vraiment réussi à le faire, et que ça reste un petit peu du domaine du fantasme. Même si on s'en rapproche, on voit bien que la nécessité fait loi et que aujourd'hui les technologies cohabitent en silo et encore pour un bout de temps. Donc il va falloir apprendre à maîtriser ces différentes technologies et à les faire communiquer entre elles pour limiter les effets de bord sur la pression commerciale notamment. Alors c'est là où on rentre dans les considérations de ingénierie, science et art du marketing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous allez, vous, en tant que responsable marketing, plutôt vous appuyer sur l'ingénierie, la science ou l'art du marketing pour être efficace dans votre job au quotidien? J'ai envie de prendre une analogie. Si vous devez voyager et aller à Singapour, par exemple, en avion, est-ce que vous allez prendre un biplan du Baron Rouge? Est-ce que vous allez prendre le jet test de Chuck Yeager des années 50, ou est-ce que vous allez préférer prendre le vol Singapore Airlines dans un Airbus A380? Évidemment, vous allez vous appuyer sur des technologies éprouvées qui ont été développées depuis des années et donc qui s'appuient sur une ingénierie qui a été prouvée comme efficace. Pourquoi? Parce que évidemment, l'aviation comme le marketing présente des caractéristiques qui font que les risques sont partagés, ils sont jamais uniques par rapport à votre propre contexte. Donc la multiplication des vols fait que à la fin,
le degré de sécurité des technologies éprouvées est extrêmement élevé. Donc les vols commerciaux sont sûrs, il y a une approche qui est systématique, dès qu'il y a un défaut qui est observé, il est corrigé et il est diffusé sur l'ensemble des avions en circulation, donc ça minimise les risques d'erreur, et au final, il y a très peu d'accidents mortels dans les vols commerciaux, et l'humain reste la cause numéro 1 d'accidents, malheureusement. Donc c'est la même chose en marketing, vous avez des technologies qui ont été diffusées depuis des années, on l'a vu, les degrés de maturité des différentes technologies n'est pas identique, et on sait qu'il y a des choses qui marchent très bien, et qui marchent depuis longtemps, et sur lesquelles il faut avoir construit ces bases avant de commencer à fantasmer sur des choses qu'on pourrait imaginer de faire demain. Donc avant de faire de l'intelligence artificielle, de l'art du marketing, on va commencer par s'assurer que tous les tuyaux de l'ingénierie marketing sont donc bien en place. Et si je reprends mon analogie avec l'historique du développement des technologies marketing, clairement, ce qui fait aujourd'hui les fondations d'un web marketing efficace, c'est d'une part le search et d'autre part l'email marketing, puisque ce sont deux leviers qui sont éprouvés et qui fonctionnent extrêmement bien. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais ce sont vraiment les fondations qu'il faut absolument maîtriser et avoir mis en place avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Donc typiquement, là je prends un exemple de campagne qui est ce que je considère comme étant dans le domaine de l'ingénierie qu'il faut avoir mis en place avant de parler de quoi que ce soit d'autre. C'est un exemple chez un client d'Actito qui est Univers Running, un site de sport, qui fait des relances de paniers abandonnés. Et on voit bien sur les résultats qui sont à droite que ce sont des types de campagnes qui cartonnent. On a là un taux de clic par exemple de 18%. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes sur ce type de campagne, vous êtes sûr que ça marche. Vous n'avez pas à vous poser de questions, et par contre si vous le faites pas, posez-vous la question de savoir pourquoi vous le faites pas. Et avant de vous lancer dans quoi que ce soit d'autre, faites en sorte que ça marche. Maintenant on peut s'interroger sur tout ça, c'est bien beau, mais il y a certainement des nouveaux leviers qu'il faut appréhender et qu'il faut tester. Donc si on se met dans le domaine de la science du marketing, je rappelle juste que la science c'est quoi? C'est une théorie qui prévoit un certain nombre de résultats et ensuite qui est validé ou pas par des expériences et de l'observation. Donc si je prends juste un exemple, c'est un de nos partenaires technologiques qui s'appelle Ignition One et qui a une solution extrêmement prometteuse qui permet de faire quoi? Qui permet de faire du live scoring de vos visiteurs web. Donc quand vous êtes sur des business où vous avez une forte valeur potentielle par lead, par visiteur, donc je pense à du B2B, de l'immobilier, de l'automobile, etc. Vous avez envie de traiter de manière tout à fait individualisée chacun de vos visiteurs et de savoir quels sont les visiteurs sur lesquels il faut vraiment passer du temps et investir. Donc là, typiquement, leur solution permet d'avoir un live scoring de chacun des visiteurs d'un site et d'identifier pour chaque visiteur le moment propice, le meilleur moment pour afficher un écran personnalisé. Typiquement, si je prends le cas de l'automobile, on a un client qui l'utilise, ils vont détecter le moment propice pour afficher un formulaire de demande d'essai qui va être complètement personnalisé en fonction du parcours de navigation préalable du visiteur. Donc tout ça c'est bien. Maintenant la question c'est, ça reste des technologies très prometteuses, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Il faut le mesurer. Et ça, effectivement, c'est à vous qu'il appartient de mettre en place un protocole de mesure suffisamment fiable pour être sûr que on se fait pas des fausses idées, et typiquement être capable de comparer ça avec le nombre de leads qui sont générés en dehors de la mise en place de ce système. Mais ça nécessite d'être très rigoureux dans la façon dont les résultats sont mesurés pour être sûr que on ne biaise pas la mesure. Enfin,
l'art du marketing, c'est de se projeter et d'être capable d'imaginer ce que demain va nous apporter et d'anticiper et d'être précurseur sur ces évolutions. Donc, je prends typiquement le cas des chatbots et je cite là Frédéric Cavazza, qui est un des gourous, on peut dire, du web et en particulier du web social, et qui nous dit que finalement les chatbots ce ne sont qu'une première étape. Alors déjà que on a un peu de mal à les intégrer tout de suite. Finalement, en fait, on voit que ce ne sont qu'une première étape et qu'on va vers, d'une part, ce qu'il appelle le web ambiant, c'est-à-dire que c'est le web qui sera omniprésent, où on pourra parler dans n'importe quel device et on sera immergé dans le web partout, avec des objets connectés partout et la capacité d'interaction directe en conversation naturelle. Et puis avec des agents intelligents d'autre part qui vont être plus que les robots qu'on connaît actuellement, qui sont les chatbots aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est un peu comme les moteurs dans les call centers, où si vous voulez parler au service client, tapez 1, si vous voulez avoir des détails sur une facture, tapez 2. Bon, aujourd'hui, les chatbots, c'est un peu ce niveau-là. Mais demain, il est probable qu'on aille vers des agents intelligents qui vont intégrer du prédictif et qui vont être capables d'anticiper beaucoup mieux vos besoins. Mais là, on est vraiment dans le domaine de la prospective et je dirais que oui, il faut s'intéresser au sujet, mais on va laisser les gourous nous montrer le chemin et une fois que des expériences prouvées de résultats auront été déployées, on pourra s'y intéresser. Alors, question fondamentale, est-ce que l'intelligence artificielle nous amène à la disparition pure et simple du marketeur? On est dans une tendance évidente, et ça je cite Jeff Bezos dans sa dernière lettre à ses actionnaires Amazon, donc de janvier 2017, où il nous confirme que la tendance est évidente. On est en plein dans le développement du machine learning et de l'intelligence artificielle qui vont faire passer l'informatique dans un nouvel âge. Fondamentalement, jusqu'à présent, l'informatique a permis d'automatiser des tâches qui étaient descriptibles par un humain. C'est-à-dire que l'humain disait, voilà, if, then, else, il l'écrivait, et l'algorithme était ensuite développé et était répliqué à très très grande échelle et de manière très rapide. Mais fondamentalement, l'humain était capable de décrire chacune des étapes prises individuellement. La grande différence avec les techniques modernes de machine learning, c'est que demain, les ordinateurs seront capables de mettre en place des actions que l'humain n'est pas en mesure de décrire, où il n'y a pas de règles derrière que l'humain est capable de comprendre. Et ça, c'est très très flippant finalement, parce qu'on ne comprend plus qu'est-ce qui aboutit au résultat que la machine nous propose. Donc c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de lâcher prise totalement. Donc c'est ça qui est le facteur inquiétant dans ce développement. Alors, nos convictions chez Actito par rapport à ça. Il y en a 4 fondamentalement. La première, c'est qu'il y a un domaine où on voit bien l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est sur les ciblages. Et que probablement que l'IA pourra nous remplacer, nous marketeurs, pour proposer des ciblages beaucoup plus performants. Deuxième chose, cette notion qui est à la base, quelque part, de tout notre marketing, qui est la notion de segmentation, finalement, est-ce qu'elle a un sens dans la mesure où créer des segments, c'est un peu arbitraire, c'est mettre les gens dans des cases, alors que finalement, chaque individu a sa propre personnalité et peut tout à fait passer d'un segment à un autre en fonction de ses humeurs, de ses envies, et que cette notion de segment reste quelque chose de très statique, de très, très figé. Et on pense que cette notion va disparaître progressivement au profit d'un véritable one-to-one. Troisième conviction, c'est l'orchestration des différents moyens. Le nombre de canaux à notre disposition se multiplie.
il devient de plus en plus délicat de choisir quel canal je vais utiliser pour quelle campagne. Et là, pareil, avec cette complexité qui est en face de nous, l'intelligence artificielle devrait permettre de mieux orchestrer tous ces moyens. Et enfin, les interactions entre le marketeur et ses outils devraient passer par des agents conversationnels qui devraient rendre l'utilisation de ces outils beaucoup plus fluide. Donc, juste un exemple sur la façon dont aujourd'hui fonctionne déjà l'intelligence artificielle dans Actito, c'est l'exemple des filtres intelligents qui permettent de filtrer lors d'une campagne les adresses que nous avons, nous, en amont, détectées comme étant soit bounce, soit trop inactives pour justifier qu'on leur envoie cette campagne. Et là, typiquement, on est dans ce cas où ce filtre, lorsqu'il est appliqué, élimine d'une campagne des adresses que le marketeur avait pourtant lui demandé à ce qu'elles soient dans la cible. Mais fondamentalement, c'est meilleur. La machine a calculé que ces adresses pénaliseraient le résultat de la campagne. Et donc, elles sont filtrées. Et parfois, on a des clients qui sont inquiets de ça parce que tout ce qu'ils voient, c'est que leur cible a diminué. Mais en fait, on enlève un petit pourcentage de la cible et au profit d'une amélioration très sensible des performances globales de la campagne. Donc, c'est bénéfique. Sauf que on est encore dans ce phénomène de black box où on ne comprend pas forcément toutes les raisons qui ont amené à filtrer ces adresses. Et il faut savoir, en tant que marketeur, faire confiance à la machine sur ce type de sujet. L'exemple des ciblages, typiquement, est-ce que lorsque on cible, on doit continuer à utiliser des proxys, des approximations? Est-ce qu'on doit cibler, par exemple, des acheteurs potentiels de Mercedes? Si je suis marketeur chez Mercedes, j'ai envie de toucher des gens qui veulent acheter une Mercedes. Est-ce que je vais utiliser les cibles traditionnelles du type, alors je vais prendre les CSP+, plus de 50 ans, qui ont une résidence secondaire, ou est-ce que je vais pas tout simplement dire, je veux des gens qui souhaitent acheter une Mercedes? C'est quand même beaucoup plus simple de partir du besoin que d'essayer de décrire un pseudo-segment qui est certes repose sur une réalité statistique, mais qui reste très statistique. Finalement, c'est beaucoup plus efficace de partir du besoin, et même si j'ai quelqu'un de 25 ans qui veut acheter une Mercedes, j'ai envie de lui parler. Et là, pareil, l'intelligence artificielle nous permettra, notamment par l'exploitation de toutes les données issues du web, de beaucoup mieux qualifier les cibles en partant tout simplement de la description de la cible, du besoin, plutôt que d'une cible statistique. Alors, l'orchestration des moyens, donc là je vous parle de choses qui sont dans la roadmap Actito pour l'année prochaine, donc on est déjà dans une prospective. Jusqu'à présent, j'avais parlé de choses qui étaient déjà existantes. On pense que on va être capable de proposer un assistant qui fera que le marketeur n'aura plus besoin de choisir sur quel canal communiquer pour une campagne donnée. C'est-à-dire qu'il définira des objectifs de campagne, un ROI, un temps de communication, des moyens à mettre en œuvre, éventuellement un budget. Et à partir de tout ça, il pourra ajouter une bibliothèque de contenu. Et c'est le système qui, à partir de cette bibliothèque de contenu, de ses objectifs de campagne et d'un historique client, déterminera la meilleure orchestration de moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de la campagne. Autre prospective Actito, alors là on est encore plus loin dans le futur, mais on a déjà prototypé un assistant intelligent Actito que je vais vous livrer en avant-première qui s'appelle IO et qui est un agent conversationnel, donc similaire à ce que vous pouvez avoir sur votre iPhone avec Siri ou avec Amazon Alexa, mais qui est spécialisé en marketing automation, avec qui vous pourrez vous adresser en langage naturel et qui vous aidera à non seulement utiliser Actito au quotidien, mais qui sera aussi capable de mettre en œuvre des ciblages à partir d'une description en langage naturel et des scénarios à partir de la description en langage naturel, encore une fois, d'un objectif de campagne marketing.
Donc là, c'est très ambitieux et on est clairement dans le domaine de la prospective, mais c'est le genre de direction que l'on prend et on a des équipes qui s'amusent à faire des prototypes là-dessus et qui ont déjà abouti à des premiers résultats tout à fait intéressants. Alors tout ça c'est bien, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes fortes qu'il faut garder à l'esprit et qui, en fait, vont pas mal freiner le développement de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. On en voit trois. La première, c'est qu'il y a une problématique de production des contenus. C'est-à-dire que, évidemment, il faut pouvoir continuer à produire des contenus hyper personnalisés. Si on veut faire du one-to-one, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir quelque chose de différent à dire à chacun. Et donc là, et on le voit déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui nous disent, personnaliser c'est bien, mais j'ai pas les contenus qui vont avec. Donc comment je fais? Ça, c'est la première contrainte. Ensuite, il y a une deuxième contrainte qui est celle de la qualité des données. On peut faire ce qu'on veut, la qualité des données restera une dimension essentielle et c'est la fondation de tout le reste. Et puis, troisième aspect, c'est un aspect juridique. Il y a le RGPD qui va se mettre en place dès l'année prochaine, qui met des contraintes fortes sur l'exploitation des données clients. Et on va voir que ça va freiner finalement un certain nombre d'initiatives. Et on ne sait pas encore exactement comment ça sera appliqué, mais en tout cas, ça ne va pas dans le sens d'une utilisation effrénée du big data. Bon, le contenu personnalisé, je pense que tout le monde a compris que c'était un enjeu. Si demain on imaginait un web qui était rempli que de bannières automatisées, où tous les sites étaient couverts de bannières de type celles qu'on voit en retargeting, ça assécherait considérablement la relation entre la marque et ses clients. Et clairement, ça ne répond que très partiellement aux besoins de personnalisation. Certes, une bannière de retargeting est personnalisée, mais elle est totalement vidée de tout contenu émotionnel. Et là, on touche à l'humain et on a quand même besoin dans la publicité, quelle qu'elle soit, y compris digitale, d'avoir ce contenu émotionnel qui fait que la marque a autre chose à véhiculer qu'un produit et un prix. La qualité des données, il y aura toujours un moment où on va se heurter à des données qui ne correspondent pas à une réalité et il faudra que le marketeur soit en capacité de reprendre la main à ce moment-là. Et on voit bien aujourd'hui que le premier frein à la mise en œuvre des outils de marketing automation, c'est la donnée, la disponibilité de la donnée, la qualité de la donnée. Et si on pense que par miracle, le big data va permettre de faire du garbage in et du gold out, malheureusement, je suis désolé de casser le mythe, mais non, on n'y croit pas une seconde. Si on fait garbage in, on continuera, quoi qu'il arrive, à faire du garbage out. Et donc, votre premier travail de marketeur, ça va être, et ça restera longtemps, de vous concentrer sur quel type de données vous avez, comment elles sont structurées et comment vous allez pouvoir les exploiter et quel est leur degré de fiabilité. Et ça sert à rien de vouloir accumuler des montagnes de données et de faire des DMP avec tout l'historique de navigation si vous n'êtes pas capable d'avoir le minimum structuré pour exploiter ces données derrière en personnalisation. Donc, plutôt que d'aller vers l'exploitation intensive du big data, on est plutôt favorable chez Actito à promouvoir le smart data et à se concentrer sur le 20% des données qui font la finalité des campagnes. Et d'ailleurs, le RGPD va complètement dans ce sens-là. Le RGPD dit qu'il faut être en mesure de justifier de l'utilisation des données au moment où elles sont collectées. Donc c'est pas je collecte tout puis je verrai bien ce que ça va donner plus tard. C'est à chaque fois que je collecte des données, je dois être en mesure d'expliquer à mon consommateur pourquoi je lui demande ces données et qu'est-ce que je vais en faire derrière. Donc là, on est clairement dans une forme de minimisation de la collecte et de focalisation sur les smart data. Et je vous invite systématiquement à avoir cette approche-là et de ne pas partir dans les schémas du type je mets tout et on verra bien ce qu'il en sortira. Alors, dans tout ça, quel est notre rôle et pourquoi Actito prend une part importante de ces évolutions? Actito
fondamentalement, on est là pour établir un dialogue ultra personnalisé avec chaque client, pour vous permettre, vous, marketeurs, d'établir ce dialogue ultra personnalisé. Et donc, de pouvoir accéder à vos données, de pouvoir scénariser et de pouvoir orchestrer tous les moyens en multicanal. Ça, c'est fondamental pour nous et ça restera notre obsession. Et donc, on vous fournit des outils d'édition de contenu personnalisé, donc notamment des éditeurs de templates qui permettent d'embarquer des blocs qui vont être de plus en plus sophistiqués sur la personnalisation web, la personnalisation email, la personnalisation mobile. Parce qu'on a vu le contenu, c'est la première contrainte que vous avez au niveau d'un dialogue personnalisé avec vos clients. Et puis, ensuite, on va vous permettre de scénariser vos campagnes. Et là, je vais juste conclure en laissant la parole à deux de nos clients. D'une part, l'ONG Solidarité Internationale et d'autre part, Mobilepack, qui ont déployé des scénarios dans Actito d'automatisation marketing. En fait, on a des prospects donc qui peuvent venir de plusieurs canaux. Ça va être du papier, du téléphone ou du web. Ils vont juste aller visiter le site ou on va les appeler. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer de les transformer par des points de contact différents. Donc, à partir du moment où on arrive à récupérer leur email, leur opt-in, on les rentre dans Actito et là, on met en place des scénarios qui sont différents en fonction du canal d'entrée et avec différents points de contact. Voilà, par exemple, ça c'est quelqu'un qui va s'abonner à la newsletter. Donc il veut juste recevoir de l'information au début, mais nous notre but ça va être qu'à la fin il devienne donateur et si possible donateur régulier à nous donner tous les mois. Donc en fait on met en place un scénario avec différents emails pour lui parler de la cause, etc. Ensuite on va attendre qu'il se segmente et à la fin si jamais il n'a pas donné, par le web, on va l'envoyer au call center qui lui va l'appeler et va lui demander de faire un don tout de suite par téléphone. Et si jamais il fait une promesse OK, il est balancé dans un autre cycle de OK téléphone. Voilà, donc ça c'était Solidarité Internationale et maintenant choisi Actito pour plusieurs raisons, mais entre autres une qui était capitale pour nous, c'est que c'était voire même la seule solution qui nous proposait de travailler le multicanal. Vous savez qu'au sein de la solution Actito, vous avez la possibilité de scénariser vos campagnes email et vous avez également une brique de gestion de campagne print. Donc, on a entre autres fait cette sélection pour pouvoir démultiplier l'ensemble de nos canaux de communication. On a effectivement, une fois qu'on a commencé à travailler avec Actito, on est parti sur la scénarisation de nos emails, des emails totalement basiques. Hein. On est parti de campagne marketing qu'on faisait manuellement en masse, un peu comme vous, au départ, à des campagnes d'email marketing que l'on a commencé à cibler en fonction de l'origine de l'ensemble de nos prospects, qu'ils arrivent d'internet ou qu'ils arrivent en magasin. Voilà, donc c'était deux témoignages clients sur la façon dont ils ont utilisé Actito. J'espère que ce webinaire qui arrive à sa fin vous a intéressé. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les adresser directement sur mon adresse marc.desenfants@actito.com et je serai ravi d'avoir des échanges sur tous ces sujets passionnants avec vous. Merci beaucoup. Et au revoir et bonne journée et bonnes vacances surtout à tout le monde.